Salut tout le monde, un petit sujet de société autour de Facebook et de sa grande révolution du métaverse. Est-ce que Facebook, qui est un des GAFAM peut-être le plus méchant, le plus dangereux dans ses capacités d'influence politique et dans les ambitions de son chef Mark Zuckerberg, est-il en train d'essayer d'acquérir encore plus de pouvoir et encore plus d'influence? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sur le métaverse et l'avenir de Facebook. Alors, Facebook avait déjà tenté d'étendre son pouvoir avec le projet Libra qui a complètement foiré. Facebook s'est fait planter des couteaux dans le dos par ses grands partenaires banquiers. Je crois que JP Morgan en faisait partie. D'ailleurs, dernièrement, JP Morgan, il y a une affaire assez marrante. JP Morgan a fait un procès à Elon Musk. Elon Musk, dans le New York Times, je crois, avait dit si jamais il continue à me faire un procès, ben moi je vais leur mettre une étoile sur Yelp. Ceci est mon dernier avertissement. Et Musk est allé mettre une étoile sur Yelp à JP Morgan en disant que c'était pas une banque sérieuse. Oh, you touch my tra-la-la. Et mine de rien, ça a fait très mal à JP Morgan, qui au passage était tellement prestigieuse que c'est elle qui avait la carte la plus dingue, donc la carte de crédit, la carte la plus prestigieuse, c'est la JP Morgan Palladium. Je crois qu'il faut avoir minimum 25 millions de dollars de dépôt pour y prétendre, donc on est sur quelque chose de sérieux. Alors, Facebook, donc, ils avaient tenté d'avoir carrément leur propre monnaie avec la Libra, ils avaient tenté un consortium et tout. Alors, fondamentalement, ils avaient pas raté évidemment l'intérêt absolu du Bitcoin, qui est la raison pour laquelle je suis maximaliste en ce qui me concerne. Alors il y a, comme je le dis dans mes conférences et dans mes formations, il y a deux Idriss. Il y a le professionnel qui sait faire du trading et du crypto picking et qui évidemment n'est pas maximaliste en soi. Enfin, je veux dire, il y a de l'argent à se faire sur toutes les cryptos, mais surtout sur les bonnes cryptos. Après, il y a le Idriss, penseur, essayiste, philosophe, qui lui s'intéresse à la perfection du Bitcoin, le fait que le Bitcoin n'ait pas de fondation, pas de leader, qu'il soit vraiment décentralisé et qu'il ait une supply, donc une quantité, une inflation, une quantité d'argent complètement fixe et que ce soit gravé dans le marbre. C'est quelque chose qui a fait dire à Steve Wozniak que c'était une perfection mathématique ou un miracle mathématique. Et en un sens, il a raison. La blockchain du temps de Bitcoin s'appelait pas la blockchain, elle s'appelait la time chain dans le livre blanc du Bitcoin. Et beaucoup d'analystes disent que c'est parce qu'en fait, la chose qui est vraiment rare et qui justifie la valeur du Bitcoin, c'est le temps. Et effectivement, le minage, fondamentalement, c'est une preuve de temps, en fait. C'est du temps machine, certes, mais c'est une preuve de temps. Même si le minage de Bitcoin est loin d'être parfait. Alors, quand on vous dit, bien sûr, que il est très inefficace, c'est vrai à l'échelle technique et scientifique, mais c'est faux à l'échelle macroéconomique. En macroéconomie, on gaspille beaucoup beaucoup plus d'énergie que le minage du Bitcoin. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir là-dessus. Par contre, alors quand on vous dit qu'il sert à blanchir de l'argent, en général, c'est ce sont des gens qui ont été mal informés. Vous avez des gens très sérieux et très compétents qui pensent ça en politique, mais en général, c'est parce que on leur a mis les mauvais mémorandas sous les yeux. En termes de volume, bien évidemment, ce sont les monnaies fiduciaires qui concentrent l'immense majorité du blanchiment mondial, qui va avoir trait au casino, à ces choses-là, mais c'est plus de 90% du blanchiment mondial se fait évidemment hors Bitcoin. Puis c'est même en réalité difficile de blanchir de l'argent avec le Bitcoin parce que les transactions peuvent être suivies. Maintenant, la perfection pour moi du Bitcoin, c'est ça, c'est cette espèce de côté sacrificiel. Il y a un côté Jésus, c'est-à-dire que le groupe qui aurait adopté le pseudo Satoshi, comme les mathématiciens de l'école normale supérieure adoptaient le pseudo Bourbaki, eh bien c'est sacrifié, en fait, a disparu, sorti de la circulation, et peut-être mort, sauf pour le suspect numéro 1 encore en vie, qui serait Adam Back, mais ou en tout cas proche, même s'il n'aurait pas été vraiment Satoshi. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce côté, voilà, le fait que ça soit pas préminé comme monnaie, contrairement à l'Ethereum, contrairement à toutes les autres crypto-monnaies, c'est ce côté pur qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Mais le proof of work de Bitcoin pourrait être remplacé, c'est vrai, dans de futurs projets, par ce qu'on appelle des proof of useful work, donc des preuves de temps machine qui aura été utilisé à quelque chose d'important. Ça peut être la recherche de nombres premiers, par exemple. Les nombres premiers de Mersenne, donc les nombres premiers de Mersenne, ils s'écrivent comme une puissance de 2 moins 1, et le plus grand nombre premier qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est un nombre premier de Mersenne, parce que ces nombres-là ont un énorme avantage, c'est que c'est très facile, comparativement, de vérifier leur primalité, et c'est pour ça qu'il y a le GIMS, le Great Internet Mersenne Prime Search Project, qui utilise des machines. Ça pourrait demain
être une crypto-monnaie. On pourrait inventer le Mersenne. En gros, vous donner de la puissance machine pour trouver un nouveau grand nombre premier, et puis c'est ça, miner en fait la monnaie. Il y a plein d'autres solutions possibles. Donc d'ailleurs, dans notre projet de réseau social open source, vraiment merci au passage, donc on a plus de 60 volontaires maintenant sur le Discord, et on en a 30 qui sont très réguliers en termes de contribution. Donc on a une équipe A, une équipe B, 30 plus 30, et on a en termes d'à peu près d'hommes-heures 8 équivalents temps plein pour l'instant, donc c'est vraiment du beau boulot, et le projet avance très très bien. Je vous annoncerai son nom, le nom qui a été retenu démocratiquement, donc ce n'est plus Créage, qui a été retenu par les équipes. Je suis vraiment content, et justement comme on veut en faire un concurrent en fait au Metaverse, un concurrent libre, open source et décentralisé et libre de toute censure, ça va de soi. Bah évidemment, il faut que je vous parle du Metaverse, donc revenons là-dessus. La Libra de Facebook n'a pas marché parce que les consortiums ne la voulaient pas, parce que les États ne la voulaient pas, et que Facebook entendait passer par les États pour tout un tas de raisons. N'oublions pas que Facebook dépend crucialement des États, de l'État américain en particulier, à commencer par le fait que Mark Zuckerberg a reçu de l'argent de la CIA avec le fonds officiel, c'est très officiel, hein, donc la CIA a un fonds d'investissement dans les nouvelles technologies qui s'appelle InQtel, et la CIA a investi dans Facebook, donc Zuckerberg est l'obligé de Facebook, et d'ailleurs il a des dossiers qui pourraient lui péter à la gueule si jamais il décidait de la jouer un peu libre. Par exemple, on a le cas d'Alibaba en Chine, ou Jack Ma, parce qu'il commençait à fabriquer de la monnaie. Concrètement, Jack Ma voulait commencer à prêter de l'argent. Le Politburo lui a rappelé que c'était pas une bonne idée, et a laissé bien le message à la totalité de la Chine qu'il aurait pu y laisser sa vie, ou en tout cas faire un peu de camp de travail. Alors, comme j'ai vu parmi les trucs d'autistes ou paranoïaques ou de gens complètement déséquilibrés mentalement, alors moi je croyais que je travaillais pour la Russie, honnêtement. Donc, des gens avaient fait circuler l'idée que j'étais un espion russe. Maintenant, apparemment, je suis un espion chinois. Bon, très bien. Ni hao. J'espère que tout va bien. Bon, je fago ren. Je suis français, pas chinois. Très bien. Donc, vu que je bosse pour la Chine, bah, j'approuve totalement. Non, en fait, j'approuve ni je ne désapprouve. Pierre-Yves Augeron a une position évidemment plus régalienne sur ce que les Chinois ont fait à Jack Ma. Mais en ce qui me concerne, je suis plus partagé, évidemment, d'abord parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui travaillaient très proches de Jack Ma et qui le connaissaient bien. Bon, il crée une sorte d'équilibre. En fait, Jack Ma aurait voulu créer sa société aux États-Unis. Il n'a pas pu à cause de la politique de George Bush sur l'obtention des visas. Donc, ce sont plutôt des Taïwanais qui ont obtenu des visas à l'époque. Et ça a donné des boîtes comme Nvidia, notamment. Mais Jack Ma, était devenu un contre-pouvoir insupportable pour le Politburo, donc il lui a rapidement fait comprendre. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que c'est pas que en Chine que ça se passe, ce genre de conneries. Ça se passe aussi aux États-Unis, ça se passe juste différemment. Quand Zuckerberg a voulu faire une campagne, on peut appeler ça comme ça, il voulait faire un voyage à travers les États-Unis. On comprenait bien qu'il tentait de vouloir devenir président des États-Unis, ou en tout cas de faire de la politique. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Ted Cruz qui a quasiment fait le procureur contre lui, parce que Ted Cruz est un juriste. Et Ted Cruz l'a fumé sur l'affaire Cambridge Analytica, donc les fuites de données personnelles confiées à Cambridge Analytica, alors qu'en fait, Ted Cruz a utilisé Cambridge Analytica pour faire sa carrière politique lui-même. C'était assez cocasse de voir Ted Cruz accusé. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Un autre avait voulu être président des États-Unis, c'était Bill Gates en son temps. Et Larry Ellison, notamment le patron d'Oracle. Donc encore aujourd'hui, Larry Ellison et Bill Gates se détestent. Ils peuvent pas être dans la même pièce en même temps. Physiquement, c'est impossible pour Larry Ellison et Bill Gates d'être dans la même pièce physiquement. Et Larry Ellison avait été à deux doigts d'envoyer Bill Gates en prison, en fait, puisque dans l'affaire antitrust des années 90, Bill Gates était à deux doigts de faire de la tôle et d'avoir Microsoft démantelé. Il y aurait eu comme il y avait eu pour la Standard Oil des Rockefeller, en fait, il y avait une Standard Oil of California, une Standard Oil of New Jersey, etc. Et là, il y aurait eu un Microsoft of Minnesota, ou j'en sais rien, j'exagère un peu, mais en tout cas, Microsoft ne pouvait pas intégrer ces différents secteurs d'activité, alors que Google le fait, alors que tous les GAFAM le font, précisément parce que dans les années 90, la Chine n'était pas encore rentrée à l'OMC, il n'y avait pas encore cette concurrence chinoise ultra dangereuse pour les États-Unis, qui faisait, bien entendu, que on pouvait se permettre d'aplatir un champion local, en fait. Maintenant, les États-Unis ne feraient jamais d'affaires antitrust contre Google parce qu'ils vont pas taper sur leur champion local contre l'éventuelle concurrence internationale. Mais donc,
Facebook, si Zuckerberg la ramène trop, il va se faire flinguer en termes de character assassination. Et ça lui est déjà un peu arrivé, il a compris, Bill Gates, ça lui était arrivé très violemment, et du coup il avait encore mieux compris en créant sa fondation, plus Gavi, et en obtenant en fait beaucoup plus de pouvoir qu'un chef d'État, puisque Bill Gates rencontre des chefs d'État et est reçu comme un chef d'État dans tout un tas de pays aujourd'hui. Donc il a complètement compris la leçon, mais c'est pas à l'avantage des peuples bien entendu. Mais Zuckerberg, évidemment, a appris de Bill Gates. D'ailleurs, ils viennent tous les deux d'Harvard, ils sont tous les deux des dropouts, donc des gens qui ont quitté Harvard sans diplôme. Et Bill Gates avait dit qu'il voyait un peu en Zuckerberg son héritier intellectuel et en termes d'audace. Facebook, maintenant, lance le métaverse pour plein de raisons. La première, c'est que Facebook se ringardise. Leur interface est lente, compliquée par rapport aux nouveaux réseaux qui font beaucoup plus de vues, et puis surtout ils ont un problème générationnel, c'est que les enfants veulent pas faire comme leurs parents, et que quand leurs parents sont sur Facebook, eux ils veulent être sur Insta ou sur TikTok qui est un concurrent de Facebook. Insta fait partie du groupe Meta, évidemment puisqu'il a été racheté par Facebook, comme WhatsApp d'ailleurs. J'oubliais de dire que une des casseroles, à part Cambridge Analytica, à part tout le reste, une des casseroles qu'il pourrait y avoir sur Zuckerberg, ça serait le rachat de WhatsApp. Qu'en fait, WhatsApp a été racheté pour 20 milliards de dollars. Donc on disait à l'époque, c'est pas WhatsApp, c'est what the fuck. Il y aurait peut-être eu peut-être c'est une possibilité sérieuse qu'il y a eu des rétrocommissions dans cette vente. C'est-à-dire, en gros, vous voulez sortir du cash de votre boîte, vous êtes Zuckerberg, vous voulez sortir du cash de Facebook, mais vous pouvez pas s'en vendre, parce que Zuckerberg possède 27% de Facebook, et il a des actions à double droit de vote qui lui permettent de garder le contrôle de Facebook en n'ayant que 27%. Mais donc, vous voulez pas, c'est-à-dire qu'il est à la limite, déjà maintenant. Mais vous voulez pas vendre d'actions et vous voulez sortir du cash, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites à une boîte, je vais te racheter, tu vaux 5 milliards, mais moi je vais te racheter 20. Je vais convaincre mon conseil d'administration, mes actionnaires, je vais les convaincre que tu vaux 20. Donc je te rachète 20, ce qui fait que tu vaux 5, donc tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Par contre, tu vas me rendre 10. Donc comme ça, tu fais x2, et moi je sors 10 en cash de ma boîte de la façon la plus... alors c'est illégal, ça va de soi, mais si c'est bien déguisé, c'est quasiment impossible à prouver, parce que c'est évidemment, vous imaginez une sorte d'accord oral ou quoi que ce soit, vous donnez les moyens, mais au-delà de ça, allez prouver au fisc, allez dire au fisc américain, non, WhatsApp valait 10, va le prouver. C'est une start-up, c'est complètement fluctuant. Le groupe Vivendi Universal s'était foutu dans le rouge dans les années 2000, justement en rachetant des boîtes dans tous les azimuts à 300 millions alors qu'elles en valaient 30, et eux le savaient pas, alors qu'il y avait des polytechniciens et tutti quanti dans ce groupe, donc c'est quasiment impossible de plaider qu'une boîte, une start-up rachetée valait moins cher que ce qu'elle a été rachetée, et donc s'il y a des rétrocommissions derrière, là vous avez un dossier explosif possible, je dis bien possible, même si je le tiens en tant que journaliste de sources tout à fait sérieuses et crédibles que je ne peux évidemment pas dévoiler. Mais voilà une des éventuelles bombes qui pourrait péter à la gueule de Zuki si jamais il la ramène un peu trop politiquement. Alors maintenant, d'un point de vue business, stratégique en fait, parce que parlons stratégie, faut comprendre un truc, c'est que l'appareil, c'est le Graal de l'expérience utilisateur. Facebook et Google paieraient et paieront des fortunes pour contrôler le matériel, le hardware que vous avez devant vous. Et évidemment, le roi du pétrole là-dessus, c'est Apple, et c'est la raison pour laquelle ils valent bientôt 3 000 milliards en bourse. Bon, qui l'eût cru, quand on a déjà dit ils vendront 1000 milliards en bourse un jour, tout le monde rigolait, là ils sont partis tranquillement vers les 3 000 milliards. En fait, le podium de l'expérience utilisateur, c'est l'appareil, le système d'exploitation et le navigateur. Si vous contrôlez ces trois-là, vous allez faire énormément de cash. Et c'est aussi pour ça qu'Apple est aussi riche, parce que Apple, ils contrôlent le podium. Ils font leur propre machine, ils vont tellement loin maintenant qu'ils font même leur propre silicium. Donc les puces d'Apple aujourd'hui sont de très loin les meilleures du monde, ça y est même pas à discuter. Ils sont loin devant ce que sait faire Nvidia, et pourtant Nvidia est incroyable. Ils sont loin devant ce que sait faire Intel, parce que Intel a complètement raté le tournant de la mobilité, malgré le fait que ce soit eux qui aient fait Centrino, etc. à l'époque des premiers ordinateurs portables. Et en fait, Apple, là, aujourd'hui, a une force de frappe en matière de silicium qui est juste dingue, avec une propriété intellectuelle qui est flippante. Et ça vient en fait de la culture de Alan Kay, l'inventeur de l'interface graphique et de la souris, qui disait, et Steve Jobs le citait très souvent, si vous êtes sérieux en matière de logiciel, vous devez faire vos propres appareils. Logiciel, appareil, software, hardware. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a
on a une sorte de pic d'interopérabilité et d'efficacité même chez Linux, même chez Ubuntu, donc enfin, même les distributions très ergonomiques de Linux comme Ubuntu et Mint, mais même chez Microsoft en fait, parce que si vous contrôlez pas le hardware, à un moment votre logiciel il pourra pas être optimal puisqu'il devra tourner sur plein de hardware différents. Mais quand vous êtes Apple, vous n'avez pas ce problème. Donc Apple contrôle le navigateur, l'OS et donc navigateur médaille de bronze, OS médaille d'argent et ordinateur, enfin device en général, parce que ça inclut les montres, etc. Et ça, c'est la médaille d'or. Google contrôle, essaie de remonter. Alors, Google, ils ont Chrome. Donc, ils en ont fait un OS, du coup, Chrome OS avec le Chromebook. Mais bon, honnêtement, les parts de marché sont pas stellaires non plus. Et puis, parce que vous n'avez pas beaucoup de jeux sur Chromebook, enfin, quand on a un ordinateur puissant, avoir un Chromebook, c'est pas ouf, quoi. Bon. Et l'idée même d'avoir un Chromebook très puissant, pour l'instant, par rapport à du Microsoft, par exemple, elle est pas très engageante, parce que, bon, au moins, sur Microsoft, vous allez pouvoir geeker, avoir des jeux, puis des applications d'édition de vidéos, etc., que vous n'avez pas sur les Chromebooks. Mais Google, donc, est parti du navigateur, en a fait un OS, et a commencé à faire du hardware, mais Google ne gagne pas d'argent sur son hardware, faut comprendre ça. Les Google Pixel, les Chromebooks, Google ne gagne quasiment pas d'argent, voire pas d'argent, certains analystes disent même qu'ils les vendent à perte en fait. Facebook par contre contrôle que dalle. C'est-à-dire que Facebook, ils ont pas d'OS, ils fabriquent pas d'appareil et ils ont pas de navigateur. Alors certains vous diront qu'en fait Facebook, Instagram, c'est devenu une sorte de navigateur pour les jeunes en fait. C'est-à-dire que si vous avez entre 10 et 15 ans, Insta peut être votre navigateur. Et c'est pas idiot en soi, c'est-à-dire que le temps de browsing étant ce qu'il est, mais bon, à un moment donné, vous aurez besoin d'un navigateur quoi qu'il en soit, et Facebook aimerait contrôler ça. Alors, il y a un film que Mark Zuckerberg a vu, c'est le film de Steven Spielberg, Ready Player One, qui l'a profondément marqué en fait, parce que c'est ce que veut faire Mark Zuckerberg. Il veut faire un monde comme Ready Player One. Et pour ça, il avait déjà acquis Oculus Rift. Alors Oculus Rift, c'est vieux déjà, hein, c'était un projet sur Kickstarter au départ, qui avait été très manipulé, mais c'était légal, parce que sur les marchés financiers, vous n'avez pas le droit de manipuler le cours de votre action, bien entendu, même s'il y en a plein qui le font et qui se font pas serrer, mais techniquement, c'est illégal. Et à bonne raison d'ailleurs, parce que bon, ça s'appelle quand même baiser l'investisseur. Mais sur Kickstarter, vous pouvez faire de la fausse hype ou bidouiller l'information pour lancer un produit. Oculus Rift, c'était un casque de réalité virtuelle, qui a eu de la hype parce que d'un coup le co-créateur de Doom, John Carmack, qui à l'époque vendait ça sous le manteau, c'était un truc de dingue, John Carmack a dit qu'il soutenait Oculus Rift. Alors qu'en fait il était dedans depuis le début, donc c'était une arnaque médiatique, il était dedans depuis le début, d'ailleurs il avait même un procès parce qu'on l'accusait d'avoir réutilisé des lignes de code d'anciens projets à lui avec d'autres associés dans Oculus Rift, ce qui était illégal vu que ses associés l'avaient pas autorisé. Mais bon, voilà, Oculus Rift a réussi à prendre je crois 20 millions sur Kickstarter, et après avec cette hype, et ça c'est tout l'art de la Silicon Valley, en fait c'est tout l'art de la technologie américaine, ils font des tremplins comme ça de financement qui font qu'il y a un effet domino, vous levez 100 000 balles mais en fait l'année suivante vous levez plus et ça vous emmène au milliard. Et du coup ils sont rachetés pour 1 milliard ou 2 milliards, je sais plus, je crois que c'était 2 milliards par Zuckerberg, par Facebook. Et puis cet Oculus Rift il est intégré par Facebook pour faire donc cet environnement. Et maintenant, Facebook l'annonce alors qu'il n'est pas disponible. Alors ça, c'est selon moi une erreur de stratégie, une erreur de com. Peut-être que Facebook le fait plus pour les marchés financiers d'ailleurs que pour les utilisateurs, parce que la méthode d'Apple, c'est de ne pas en parler tant que c'est pas à 6 mois de la sortie, quoi. Si c'est pas disponible sur étagère dans 6 mois, Apple n'en parle pas. C'est même la rigueur qu'Apple a par rapport à Tesla aujourd'hui. Tesla va faire attendre, regardez le Roadster qui est toujours pas disponible, alors qu'il a été annoncé peut-être il y a 4 ans maintenant. Et vous avez plein de trucs de Tesla qui ont été en retard, etc. Mais bon, la personnalité d'Elon Musk fait que ça passe, mais quand même c'est pas rigoureux en termes de communication. Apple ne fera jamais ça. Et on sait qu'ils bossent sur une voiture, mais ils l'ont pas annoncé. On sait qu'ils bossent sur un monde virtuel et de la réalité augmentée, etc. Mais ils l'ont pas annoncé. Google avait fait la même erreur sur la réalité augmentée avec les Google Glass. Et les Google Glass ont été un bide total. Je me rappelle quand j'enseignais à Centrale, on en parlait déjà, on avait un directeur stratégie, je crois VP stratégie de Decilor qui était venu, et on en parlait comme ça. Et bien sûr, maintenant les Google Glass se vendent toujours pas, donc c'est d'autant qu'elles avaient eu un problème de relations publiques parce que les rares élites VIP qui avaient des Google Glass étaient appelés des Glassholes, donc littéralement des trous du cul à Google Glass, ce qui est évidemment un problème. Et donc Apple, pour éviter ça, teste en silence, mais n'annonce pas sa réalité augmentée. Enfin, pour moi, Facebook fait une erreur, Meta fait une erreur là-dessus.
Même si je comprends la stratégie qui est de dire oui, on est au courant que les nouvelles générations, les jeunes qui... Enfin, même si... Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vos parents utilisaient Facebook, vous avez moins de chances de l'utiliser. Vous avez plus de chances de l'abandonner. Cependant, dans les pays à forte démographie comme le Nigeria ou comme l'Indonésie, alors l'Indonésie est un marché très important pour Facebook, c'est des marchés stratégiques parce que Facebook est encore le roi en fait pour l'instant. Et il y a qu'à regarder le nombre d'offres d'emploi chez Facebook aux personnes qui parlent la langue d'Indonésie, enfin le Bahasa. Donc au-delà de ça, ils savent que générationnellement, pour l'instant, c'est Facebook leur vache à lait et qu'ils vont devoir essayer de créer une nouvelle expérience. Parce que déjà, générationnellement, en Europe, aux États-Unis, au Japon, les jeunes ne vont sur Facebook que quand ils y sont obligés et c'est un réseau qui les fait chier en fait. Et ça se voit dans les usages. Et puis il y a la concurrence bien sûr de TikTok, etc. Enfin, ça reste une concurrence. Bon, Snapchat, Pinterest qui est proche d'Instagram à certains égards, mais plutôt un Instagram pour les 25-45. Avec le côté professionnel, etc. C'est plus pertinent, plus productif. Pinterest, c'est pour la productivité, moins qu'Instagram, évidemment, qui est peut-être l'application la plus destructrice de productivité sur Terre. Maintenant, donc, Facebook essaie de dire à ses actionnaires, voilà, on a raté le smartphone, on peut pas produire de device, d'ordinateur, de smartphone, donc on va produire le device de demain, on va faire le grand bond en avant vers la 3D immersive, etc., et on contrôlera le device, et on contrôlera le navigateur, et on contrôlera l'operating system, puisqu'en fait, un peu comme Chrome OS, ça sera ce Meta OS en fait pour des appareils de réalité virtuelle. Et on contrôlera donc absolument tout. Et ça nous créera énormément de valeur, de prise de données, etc. Alors, culturellement, j'attends encore de voir, parce que l'éveil mondial, et c'est un truc qu'avait déjà anticipé Zbigniew Brzezinski, donc ça date pas d'hier. Brzezinski disait en 97 dans le Grand Échiquier, pour la première fois de l'histoire, toute l'humanité est éveillée politiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, en fait. Brzezinski le voyait évidemment comme une menace, mais c'est quelque chose qui est bien. Toute l'humanité est éveillée politiquement. Alors, il y a eu des tentatives de la rendormir politiquement, et on les voit encore aujourd'hui. On voit quand l'Australie, par exemple, crée des camps d'internement, pas seulement si vous n'êtes pas vacciné, mais aussi si jamais vous contestez la parole gouvernementale. On voit bien que la tentative d'endormir les gens politiquement est totale. Alors en Chine, j'en parle même pas, les crédits sociaux, les caméras à 400 mégapixels qui surveillent les rues, etc. Les QR codes autour du cou. Ah pardon, je travaille pour la Chine, je devrais pas vous parler de ça en fait, c'est super la Chine. Je vais vous offrir un petit briquet Mao avec l'hymne chinois quand vous pourrez l'allumer. Voilà, l'éveil politique, toute action a une réaction, il y a une force pour essayer d'endormir les gens en fait. Snowden a éveillé des gens, Assange a éveillé des gens, et je crois pas que l'idée des réseaux sociaux ultra dominateurs qui contrôlent tout, vos données, etc., puisse fonctionner. Et Facebook est une société démoniaque, on peut pas dire les choses autrement, enfin evil quoi, méchante. Leur impact, leur politique, leur approche fait que c'est une société fondamentalement evil. Et c'est pour ça que j'arrive pas à croire qu'en France on a été tellement naze en termes de repérage des talents qu'on ait laissé Yann Lequin, qui est un brillant chercheur en IA, bosser pour Facebook concrètement, parce que c'est juste pas possible. Enfin, c'est une société méchante, c'est une société qui est aussi néfaste pour le monde que Philip Morris, si vous voulez, quoi, ou Nestlé, ou des ordures comme ça. Je pense que les peuples ne vont pas mordre à l'hameçon en fait du métaverse. Alors Facebook va tenter de faire le truc ultra stylé, etc. Et après tout, les peuples mordent déjà à l'hameçon d'Instagram, donc pourquoi pas. Mais je pense, parce qu'Instagram c'était de la croissance externe, c'est un rachat de Facebook, donc c'était des gens qui avaient une culture différente, mais que si ça émane de la culture intrinsèque de Facebook, je pense que ça va foirer. Maintenant, cette idée donc de contrôler comme ça toute l'expérience, vous la retrouvez totalement dans cette stratégie qu'a Facebook. Et bien sûr, ça rappelle encore une fois l'importance d'avoir des réseaux sociaux open source, d'avoir d'autres acteurs. Nous, évidemment, notre projet à notre petite échelle cherche typiquement à lutter contre ça, à faire un grand réseau open source libre de toute censure qui ne collecterait pas vos données et qui vous laisserait libre de votre expression et même de la valeur marchande que vous créeriez en fait avec votre productivité, puisque bon, sur Instagram, vos photos appartiennent à Facebook, enfin Meta, donc c'est évidemment le grand problème. Donc voilà le tour d'horizon sur ce qui est en train de se passer. Alors, on peut rajouter que Tesla, pour le contrôle du device, Tesla veut sortir un smartphone, ça s'appellerait le Model Pi. Ça a été annoncé, etc. Donc c'est quelque chose de sérieux. Tesla qui va aussi sortir un robot domotique. Alors pareil, avec toujours les délais de Tesla, enfin c'est toujours comme ça. Mais Tesla va sortir un robot domotique
et un smartphone, ce qui fait que je reste mon prospect, hein, c'est pas un conseil financier dans le sens légal du terme, mais mon prospect sur Tesla sur le long terme reste bullish. Je pense que Tesla peut être une société en fait, Tesla va pouvoir, à mon avis, équivaloir Apple un jour, parce que leur niveau d'innovation est supérieur. Il faut savoir que le smartphone qu'ils auraient, par exemple, serait directement connecté à Starlink. Les capacités de lancement d'Elon Musk sont complètement dingues. C'est vrai que les fusées qu'il a mises au point avec ses équipes c'est inimaginable, la capacité de fret qu'elles peuvent emporter. Et on a assisté en fait à un progrès dans le fret aérospatial qui est comparable au progrès de l'informatique des années 80 à 2000 en fait. Quand on voit les performances des processeurs même des années 60 à 2020, donc sur 60 ans, on est en train d'avoir le même élan en fait avec Elon Musk, où les capacités, le prix du fret aérien, le prix du fret aérospatial, ne fait que baisser et selon une courbe assez comparable. Alors même si c'est pas encore exponentiel, si remarque il a divisé par 2, puis par 2, puis par 2 du fret de façon assez régulière. Donc c'est pas vraiment un temps de division par 2 qui est fixe, c'est pas tous les 3 ans ou tous les 4 ans, mais on est en train d'atteindre ça. Donc on aurait des performances exponentielles là-dessus. Et sa capacité à envoyer les satellites est complètement dingue. Donc le Model P de chez Tesla, le smartphone, aurait donc une connexion satellite directe, donc en fait vous pourriez capter même en pleine mer, ce qui serait une innovation assez incroyable. Et puis surtout terminer les opérateurs, terminer tout ce que vous voulez, là vous êtes en connexion directe avec les satellites de Tesla. Donc ça c'est une valeur évidemment qui serait très très impressionnante. Mais bon, on a aussi, Musk a beaucoup d'ennemis dans l'administration actuelle. L'administration Biden le déteste, Kamala Harris le déteste. Ils ont fait un grand symposium en disant que Ford était le leader de l'automobile électrique. Faut être complètement con pour dire une chose pareille ou être dans l'administration Biden, c'est au choix. Musk a clairement dit qu'il ne se vaccinerait pas et qu'il ne vaccinerait pas ses enfants. Et puis, pour bien s'opposer au port du masque, il mettait un bandana. Et techniquement, c'était un masque, mais il montrait bien le côté gangster de mettre un bandana sur sa tronche. Donc, il s'est fait un nombre d'ennemis colossal, et c'est bien pour ça que Janet Yellen, par exemple, balance l'idée d'avoir une taxe sur les bénéfices non réalisés, ce qui obligerait Musk à vendre la moitié de Tesla, hein, et c'est pour ça que Musk a réagi comme ça. Voilà donc pour le tour d'horizon. Retenez cet enseignement stratégique tiré carrément de mes cours, en fait, du temps de l'école centrale, et puis du temps où j'étais professeur d'économie de la connaissance dans le MBA de Mazars, le MBA exécutif. Le podium de l'expérience utilisateur et donc de la valeur et in fine de l'argent dans l'informatique, c'est l'appareil, médaille d'or, médaille d'argent l'OS et médaille de bronze le navigateur. Tesla essaye de contrôler les trois, c'est pour ça donc qu'ils sortent leur téléphone. Facebook, Meta essaient de contrôler les trois, mais personnellement, je ne crois pas qu'ils vont y parvenir, parce qu'ils s'y lancent avec les mauvaises intentions, ils s'y lancent avec un déficit culturel très fort. Autant Instagram a marché, mais comme je vous le disais, Instagram c'est de la croissance externe, ça veut dire qu'ils ont racheté une autre boîte qui avait sa propre culture, et que Facebook n'aurait pas été capable de produire quelque chose comme ça en interne avec cette culture qui a garanti le succès d'Instagram, en particulier sur les générations suivantes. De la même façon qu'IBM aurait pu régner sur le PC et a pu régner sur le PC dans les années 80-90, mais a fini par vendre sa division PC à Lenovo, les Chinois. Eh bien, finalement, je pense que Facebook Meta va échouer de la même façon, et que c'est une autre initiative qui finira par prendre le succès dans ce métaverse et cette réalité virtuelle. J'aimerais bien sûr que cette initiative soit open source, libre, et protège aussi bien les données personnelles que la libre expression. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. Dans un monde qui évolue vers de plus en plus de censure, de plus en plus de tracking, de plus en plus de violation du droit à la libre parole et de la correspondance privée, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, je pense que le sens de l'histoire, c'est à cette contre-culture forte, et que c'est la direction que prendra le concurrent qui réussira là où Facebook va échouer.